Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Et c'est des urgences super achalandées qui vont attendre ceux qui ont le malheur de passer le 31 décembre aux urgences. Là, je dis ça avec un rire dans la voix, mais c'est pas drôle pantoute pour ceux qui vont être coincés là. Non, absolument pas. Faut dire que nos urgences, Alex, étaient relativement épargnées au début de la période des fêtes, mais depuis le 28 décembre, les salles d'attente sont pleines. Le virus de la grippe est arrivé plus tard que les autres cette année. Donc, partout au Québec, c'est présentement plus de 4000 personnes qui attendent en ce moment à l'urgence. On voit clairement une tendance à la hausse depuis le 26 décembre, après le jour de Noël. On n'est pas encore au pic de l'épidémie, selon le docteur Gilbert Boucher. Ça va probablement arriver plutôt la semaine prochaine. On nous suggère donc d'éviter les urgences. Vous pouvez faire le 811 pour savoir où on peut vous orienter pour désengorger l'urgence. Ouais, c'est toujours un classique qui revient à la période des fêtes chaque année. Puis c'est le pic, évidemment, de tout ce qui est infection, transmission. On a parlé hier à Dr. Carl Weiss. On a parlé également plutôt à Nima Machouf durant le temps des fêtes. L'influenza, le virus syncytial respiratoire syncytial plutôt, la COVID aussi, c'est peut-être moindre que les autres encore, mais ça existe toujours. C'est encore dans l'environnement. Portez votre masque, faites attention si vous êtes malade, malheureusement. Mais allez pas réveillonner ce soir, restez chez vous, puis essayez d'éviter les urgences le plus possible. Si vous devez vraiment y aller, bonne chance à vous. Sincèrement, on va être en pensée avec vous, en espérant pas trop recevoir justement de textos d'auditeurs qui sont coincés dans les hôpitaux de la province, parce que s'il y avait un endroit déprimant où se trouver, c'est cet endroit-là. Parlant de déprime, parlant de moments difficiles, d'années difficiles, il y a quelqu'un qui va devoir faire son bilan d'année puis le faire assez rapidement, merci, parce que la grogne continue de se faire sentir. C'est Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui a toujours pas parlé aux médias, toujours pas parlé à la population depuis que Chrystia Freeland a décidé de démissionner de son poste de vice-première ministre et de ministre des Finances. Et là, il y a comme une double nouvelle. On a un sondage Angus Reid qui sort, qui est catastrophique. Ça fait mal. Puis on a de la grogne aussi au Québec. Commençons par le sondage. Oui, le taux d'approbation du Parti libéral est rendu à 16 %. Ça n'a jamais été si bas pour un récent sondage de Angus Reid. 46 % des électeurs et 59 % des électeurs libéraux jugent que le premier ministre doit partir. Le taux d'approbation de Trudeau a aussi chuté d'une dizaine de points. C'est rendu à 22 %. C'est son pire résultat. Et est-ce que vous faites partie des gens qui veulent que Trudeau déclenche des élections? 38 % le demandent. Je vous rappelle qu'hier, dans le journal, dans le sondage des personnalité politique de l'année au Québec, Justin Trudeau a terminé 5e des mal-aimés. Et toujours au Québec, écoutez, c'est au tour du caucus du Québec de demander la démission de Justin Trudeau. Il semble que le président du caucus l'a signifié au premier ministre la semaine dernière. Certains députés demeurent divisés à savoir s'il faut nommer un nouveau chef ou si une course à la direction doit se tenir selon les règles habituelles. Cet automne, des députés souhaitaient le départ de leur chef après la défaite de 2 élections partielles à Toronto et à Montréal. Ces appels se sont intensifiés après la démission de Chrystia Freeland de ses fonctions de ministre des Finances et de vice-première. Le premier ministre serait toujours en réflexion et en train d'évaluer ses options. Au cours des dernières semaines, le caucus de l'Ontario et de l'Atlantique ont aussi demandé sa démission. La Chambre reprend ses travaux fin janvier. Je ne sais pas combien de fois on peut continuer à répéter insoutenable comme mot. Je comprends pas comment Justin Trudeau pourrait survivre juste politiquement comme chef du parti. Je veux dire, comme premier ministre du Canada, c'est évident que des élections vont être déclenchées. Tous les partis de l'opposition, même le NPD qui a rechigné pendant longtemps de le faire, a décidé d'embarquer dans le bateau finalement. Mais comme simple chef du Parti libéral du Canada, quand les caucus de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, on parle des grandes provinces Québec-Ontario, puis rajoute à ça tout ce qui est de l'Atlantique. Comment tu peux avoir tout l'Est du pays, par exemple, contre toi, dans ton propre parti, puis avoir l'illusion encore, de te dire encore, ouais, je suis la bonne personne pour faire ça. Je sais ce qui est bon pour le parti, je sais ce qui est bon pour le reste du Canada. Je comprends jamais comment Justin Trudeau, dans sa tête, ça peut fonctionner comme ça, puis il peut se faire ce genre de réflexion-là. Peut-être que c'est déjà pris sa décision, puis qu'il va s'en aller au terme de ses vacances, puis qu'en ce moment, c'est juste, on égrène les dernières minutes, les dernières miettes de 2024, puis il va finir par l'annoncer. Tout est déjà décidé, il est en train d'écrire son discours de démission. Mais peut-être pas non plus. Puis
tant qu'ils demeurent en silence complet, on les aura pas, nos réponses. Puis ils continuent de faire attendre. Puis sérieux, le terme qui me vient en tête, c'est niaiser. Il est en train de niaiser les Canadiens, les Canadiennes un peu partout, parce que tout le monde est incertain. Ça va jaser de ça ce soir dans les parties de famille, dans les réveillons. Tout le monde, ah ouais, Justin Trudeau, il s'en va-tu? C'était pour démissionner, fais-le. Puis fais-le au plus vite, là, qu'on commence 2025 du bon pied, puis que le Parti libéral du Canada commence aussi. Je veux dire, si on est un amateur, qu'on soit un amateur ou pas de ce parti-là, je te retourne les voir il y a 2 minutes. 1867, l'année de fondation du Parti libéral du Canada. 1867, un parti qui a au-dessus de 100 ans, 16%. C'est le plus bas qu'ils ont jamais été. Là, regardez tous les événements qui se sont passés depuis 1867. On est passé au travers d'une pandémie, on est passé au travers de 2 pandémies si on compte la grippe espagnole, si on compte les guerres mondiales. Jamais le parti a été aussi bas dans les intentions de vote. Évidemment, depuis qu'on les comptabilise, on se comprend qu'on ne devait pas avoir des bons sondages dans ces années-là, mais pour moi, c'est hallucinant. Juste cette statistique-là devrait être suffisante pour qu'il parte. Est-ce qu'il va continuer à s'accrocher malgré tout? S'il le fait, sincèrement, sortez votre popcorn. J'ai hâte de voir la lutte qui va mener. Je comprends pas dans quel sens il s'en irait de ce côté-là. Ici au Québec, incident assez étrange, merci. Quelqu'un qui a été retrouvé mort devant un poste de la Sûreté du Québec. Oui, exactement. Un homme a été retrouvé inanimé à bord d'un véhicule vendredi après-midi à Salaberry de Valleyfield en Montérégie. Et ce qui est particulier, c'est que l'auto était dans le stationnement du poste de police de la Sûreté du Québec sur la rue Hébert. Le décès a été constaté sur place et selon nos informations, la victime est Alejandro Wale Bianco, âgé de 23 ans. Un homme dans la trentaine, et c'est ça qui est nouveau, là, a été arrêté puis relâché. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Il serait soupçonné de négligence criminelle causant la mort, d'outrage à un cadavre et de possession d'une arme à feu. Ça sera évidemment à suivre. Ouais, drôle de modus operandi, ça. Laisser un corps, un cadavre devant un poste de police, c'est le but. Si l'intention c'était d'être subtil, mais c'est pas réussi de ce côté-là. J'ai hâte de voir ce que l'enquête va donner. On se tourne vers les États-Unis parce que Donald Trump, on pouvait penser qu'avec sa nouvelle réélection, il allait être sorti d'affaires pour tous ses procès judiciaires. C'est pas fait encore. Oui, il a subi un autre revers judiciaire hier. La Cour d'appel a maintenu sa condamnation dans le dossier des abus sexuels et de diffamation de l'écrivaine John Carroll. Il va donc devoir lui verser 5 millions de dollars. Le président désigné voulait faire invalider le verdict. Ses avocats ont affirmé que le juge de première instance a commis des erreurs qui ont compromis la légitimité du procès. Ils lui ont entre autres reproché d'avoir permis à 2 autres accusatrices d'avoir témoigné dans cette affaire qui ne les concernait pas. Les 3 juges de la Cour d'appel ont rejeté leur argumentaire à l'unanimité. Donald Trump a été reconnu coupable l'an dernier. Ce qui me fait le plus réagir, moi, dans tous ces excès dans la politique américaine, là, qui sont devenus, là, au départ, des exceptions, puis là, sont devenus un peu une nouvelle norme étrange, là, d'avoir des déboires judiciaires pour un président élu des États-Unis d'Amérique. Je veux dire, c'est pas du jamais vu, mais presque. Mais moi, ce qui me déprime le plus là-dedans, puis c'est spécial parce que je vais casser du sucre sur le dos des démocrates. Alors qu'on parle d'un républicain, bien évidemment, Donald Trump, qui se fait prendre la main dans le sac dans des histoires on parle d'agression sexuelle, là, c'est pas mince, là, dans le cas de Mme Carroll. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on avait, du côté des démocrates, jusqu'à tout récemment, encore la légitimité de dire le Parti républicain et son chef actuellement bafouent l'ordre établi, bafouent la loi, bafouent les règles, se moquent du système de justice, en font une parodie. Là. Au départ, c'était avec des pardons présidentiels à qui mieux, à gauche, à droite, à tous les amis du parti de M. Trump. Je rappelle qu'il a promis de revenir en poste, puis à la seconde où il va être élu, puis assis dans le bureau ovale, il veut pardonner tous ceux qui sont allés faire l'insurrection du 6 janvier. C'est bafouer la loi, les lois des États-Unis au grand complet. Sauf que jusqu'à très récemment, les démocrates pouvaient dire « Regardez comment il agit ». Sauf que je rappelle que Joe Biden a décidé, même s'il avait dit à maintes et maintes reprises qu'il ne le ferait jamais, a décidé de pardonner son propre fils pour des crimes qu'il a commis. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu ferais ça? Puis je trouve ça tellement triste parce que il y avait tellement d'espoir du côté démocrate de pouvoir être capable de réélire quelqu'un. Puis on avait vu le fiasco de Joe Biden, les élections se sont pas passées comme il faut, mais on avait espoir de passer une autre étape. Mais les derniers mois de la présidence de Joe Biden sont marqués par 2 affaires. 1, il est complètement invisible.
Il apparaît à certains endroits, ne parle jamais à la presse, ne réagit à personne. On le met dans de la ouate, dans du papier bulle pour qu'il parle au moins de monde possible, pour qu'on constate pas à quel point sa santé physique et mentale a décliné dans les derniers mois. Puis en plus de ça, il utilise le dernier temps qu'il y a dans le bureau ovale pour faire des conneries comme pardonner son propre fils. Fait que non seulement c'est complètement bafouer la loi, une nouvelle fois, je veux dire, ça existe le pardon présidentiel pour des raisons comme celle-là, mais ça reste dégueulasse de pardonner son propre enfant pour des crimes qu'il a commis. Il a fini par le faire. Puis depuis, est-ce que les démocrates peuvent dire maintenant, c'est vraiment eux qui bafouent la loi et l'ordre? Non, ils ont fait la même affaire. Je trouve ça tellement triste que ça se termine comme ça, cette espèce d'aventure électorale de Joe Biden. Sa carrière politique aussi, c'est un homme qui a été là des décennies de temps à Washington, puis ça finit comme ça. Je veux dire, après ça, est-ce qu'on peut... Oui, on peut critiquer Donald Trump, c'est horrible, là, je veux dire, c'est des procès pour viol. Mais est-ce qu'il est si différent que ça de ses adversaires maintenant? Plus vraiment, puis ça, je trouve ça assez triste, merci. Hey, les bonnes nouvelles, on va avoir des feux d'artifice. Oui, exactement. C'est organisé par le festival Igloo. Là. C'est un grand événement du Nouvel An qui se tiendra sur le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Au programme, des concerts gratuits de 20h à 2h du matin. Un spectaculaire feu d'artifice promis avant le décompte du Nouvel An, précédé d'une prestation multimédia. Et le passage à la nouvelle année là, s'annonce aussi festif au centre-ville de Montréal parce que pour la première fois, une quarantaine de commerces là, de deux grandes artères de la métropole seront ouverts toute la nuit entre le 31 décembre et le 1er janvier. La plupart des établissements offrent des programmations spécifiques là, pour le réveillon, comme des soirées thématiques et de la musique en direct. Donc, dans le village, des établissements de la rue Sainte-Catherine-Est et des rues adjacentes offriront des activités jusqu'à 6 heures du matin. Et sur le boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et l'avenue Laurier, des bars, des restaurants et des salles de spectacle participeront à une édition spéciale de la Main non-stop, là, certains jusqu'à 8 heures le matin. Et à 7 heures, là, déjà, Alex, là, on est déjà en 2025 en Nouvelle-Zélande. Tu vois, c'est fait. Bonne année à tous les Néo-Zélandais qui nous écoutent ici à Cube. Et il va y avoir des commerces, bien sûr, dans les prochains jours qui vont, s'il y en a qui sont ouverts toute la nuit, il y en a d'autres qui vont être fermés demain. Oui, exactement. Là. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est bibliothèque, les bureaux d'accès Montréal, les musées d'espace pour la vie et les écocentres, c'est fermé. Et pour ce qui est de demain, les dépanneurs et les petits commerces, les pharmacies seront ouverts. Les musées d'espace pour la vie le seront aussi à compter de 13 heures. Et il y aura évidemment les collectes des ordures. Ce qui sera fermé demain, ce sera les centres commerciaux, les succursales de la SAQ et de la SQDC. Si vous voulez acheter vos trucs, c'est aujourd'hui jusqu'à 17h, les bureaux de poste et les bibliothèques municipales. 2 matchs de hockey à suivre pour ceux qui aiment le hockey. Oui, premièrement, les Canadiens de Montréal joueront cet après-midi à 15h à Las Vegas. On pourrait terminer l'année sur une bonne note. Là, ça ne sera pas nécessairement facile parce que les Golden Knights ont remporté leurs 7 derniers matchs contre le CH. Mais là, avec 35 points, les Glorieux sont à 5 points d'une participation aux séries, donc à 5 points du mixte. Donc, il reste encore 46 matchs à jouer. Tout est possible. On a quand même gagné 5 de nos 6 derniers matchs. Donc, ce sera à suivre. Mais l'autre match à surveiller, c'est ce soir. C'est l'affrontement Canada-États-Unis au championnat junior. C'est à 20h. C'est un match très attendu. C'est une lutte là, pour la première place du groupe A et les deux équipes là, n'ont pas connu un tournoi fracassant jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que le Canada a perdu contre la Lettonie il y a quelques jours et les Américains, eux, avaient battu la Lettonie 10-4. Oui, parce que c'est un peu exceptionnel. Il faut comprendre que dans presque tous les tournois internationaux, là, si vous ne suivez pas le hockey, le Canada est censé démolir à peu près toutes les équipes, sauf États-Unis, Russie, Suède, mettons. Là. D'habitude, c'est une rince totale du début à la fin. Bon, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que les autres équipes internationales ont augmenté leur calibre. Ouais, la mauvaise, c'est peut-être que l'équipe Canada est moins bonne que d'habitude. Les deux options sont possibles, peut-être un mélange des deux, mais contre les États-Unis, là, c'est toujours le match sans lendemain. Là. On veut les battre. C'est une rivalité historique là-dessus. C'est un match important. Mais tu sais, il ne faut pas oublier non plus que souvent, nos meilleurs joueurs sont dans la Ligue nationale de hockey. Oui, mais là, on est dans le junior, par contre, non? Oui, mais admettons Connor Bedard. Oui, c'est vrai.
Donc, nos meilleurs joueurs élites qui pourraient jouer dans le junior, sont présentement dans la Ligue nationale de hockey, ce qui fait en sorte que c'est peut-être moins évident pour nos plus jeunes d'affronter les meilleurs espoirs des autres pays. Ben oui, puis ça, pour les Olympiques, là, c'est supposé revenir, si je ne m'abuse. D'ailleurs, les joueurs de la Ligue nationale, il y a des tractions pour qu'on puisse les revoir dans les tournois internationaux, les vrais de vrais, là, comme aux Olympiques. J'espère, sérieux, parce que tu veux voir... Le plaisir d'avoir une confrontation olympique de hockey, c'était de voir les joueurs, les meilleurs joueurs au monde, réunis dans une équipe qui n'a pas de bon sens là, pour certaines nations, puis les voir s'affronter. Là. Des vrais mastodontes, des équipes costaudes, historiques. Puis là, on voit plus ça depuis quelques années, puis ça a perdu tout intérêt. Souvenez-vous, en 2010, le but d'or, là, le but doré, le Golden Goal de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de Vancouver. C'est un événement, je veux dire, une fois par année, je m'assois puis je le regarde, cette vidéo-là. Je pense que je suis pas tout seul, en plus, à avoir le nombre de visionnements qu'il y a sur YouTube et ailleurs. C'est des moments historiques, puis là, on les a plus depuis quelques années parce qu'il y a des niaiseries de négociation entre la Ligue qui est pas contente de prêter ses joueurs, puis les Olympiques, puis on peur qu'elle se blesse. Hey, le but numéro 1, c'est supposé être le plaisir des amateurs. On aura la confrontation des 4 nations là, en février, du 12 au 20. Trouves-tu que ça a la même saveur que les Jeux olympiques? C'est déjà un pas dans la bonne direction, tant qu'à moi. Puis je suis heureux qu'on puisse en avoir un aussi de ces matchs-là à Montréal. Je trouve que l'idée est bonne. Si ça fonctionne bien après ça, étendons-la. Je trouve ça sincèrement plat. Oui, 4 nations, puis c'est 4 les grands mastodontes, là, les équipes les plus fortes qu'on peut avoir, ou presque. Mais je trouvais ça toujours ça plaisant, là. Tu sais, voir des belles histoires, puis l'équipe allemande soudainement qui se réveille, puis tu sais, de voir d'autres pays performer puis se rendre dans le tournoi, je trouvais que ça ajoutait une certaine saveur. À voir si la Coupe des 4 Nations va avoir autant de succès qu'on le promet. Si oui, après ça, répandez l'idée. Perpétuez ça un tout petit peu. Tout le monde aime voir une équipe là, canadienne ou américaine avec juste des gros noms dessus. C'est toujours plus intéressant que jamais de voir ce genre de compétition-là. En tout cas, je vais être à l'écoute de nos glorieux cet après-midi. C'est certain, Kevin. Merci. À plus tard.